collé contre le tranchant du plateau comme un petit nid de guêpes. Et c'est vrai, c'est là qu'ils ne sont plus que 3. Sous le village, la pente coule, sans herbe. Presque en bas, il y a un peu de terre molle et le poil raide d'une pauvre oseraie. Dessous, c'est un vallon étroit et un peu d'eau. C'est donc des maisons qu'on a bâties là, juste au bord, comme un équilibre. Puis, au moment où ça a commencé à glisser sur la pente, on a planté au milieu du village le pieu du clocher et c'est resté tout accroché. Pas tout. Il y a une maison qui s'est comme décollée, qui a coulé du haut en bas, toute seule, qui est venue s'arrêter. Les 4 fers d'aplomb au bord du ruisseau, à la fourche du ruisseau, et de ce qu'ils appelaient la route, là, contre un cyprès. C'est la maison de Panturle. Le Panturle est un homme énorme, on dirait un morceau de bois qui marche. Au gros de l'été, quand il se fait un couvre-nuque avec des feuilles de figuier, qu'il a les mains pleines d'herbe et qu'il se redresse, les bras écartés pour regarder la terre, c'est un arbre. Sa chemise pend en lambeaux comme une écorce. Il a une grande lèvre épaisse et difforme comme un poivron rouge. Il envoie la main lentement sur toutes les choses qu'il veut prendre. Généralement, ça ne bouge pas ou ça ne bouge plus. C'est du fruit, de l'herbe ou de la bête morte. Il a le temps. Et quand il tient bien. De la bête vivante, quand il en rencontre, il la regarde sans bouger. C'est un renard, c'est un lièvre, c'est un gros serpent des pirailles. Il ne bouge pas. Il a le temps. Il sait qu'il y a quelque part, dans un buisson, un lacet de fil de fer qui serre les coups au passage. Il a un défaut, si on peut dire. Il parle seul. Ça lui est venu aussitôt après la mort de sa mère. Un homme si gros que ça avait une mère comme une sauterelle. Elle est morte du mal. On appelle ça le mal, mais c'est une vapeur. Ça prend les gens d'âge. Ils ont les 3 sueurs, le poing de côté, puis ça s'arrache tout là-dedans. Quand elle a été morte, il l'a prise sur son dos, il l'a portée au ruisseau. Il y a là un pré d'herbe, le seul de tout le pays, un petit pré naturel, et il a quitté sa mère sur l'herbe. Il lui a enlevé sa robe et ses jupes et ses fichus parce qu'elle était morte habillée. Il n'avait pas osé la toucher pendant qu'elle souffrait et qu'elle criait. Comme ça, il l'a mise nue. Elle était jaune comme de la vieille chandelle, jaune et sale. C'est pour ça. Il avait porté un morceau de velours et la moitié d'une pièce de savon, et il lavait sa mère de la tête aux pieds, partout, en faisant bien le tour des os, parce qu'elle était maigre. Puis, il l'a mise dans un drap, et il est allé l'enterrer. C'est du soir même qu'il s'est mis à parler seul. Des fois, il monte au village voir Gobert ou l'Asia Mamèche. Gobert, c'est un petit homme tout en moustache. Du temps où il y avait ici de la vie, je veux dire quand le village était habité à plein, du temps des forêts, du temps des olivets, du temps de la terre, il était charron. Il faisait des charrettes, il cerclait les roues, il ferrait les mulets. Il avait alors de la belle moustache en poil noir, il avait aussi des muscles précis et durs comme du bambou et trop forts pour son petit corps, et qui le lançait à travers la forge, de ci, de là, toujours en mouvement, à saut de rat. C'est pour cela qu'on lui a mis le nom de guigne-queue, ce petit oiseau que les buissons se jettent comme une balle sans arrêt pendant 3 saisons de l'an. C'est Gobert qui faisait les meilleures charrues. Il avait un sort. Il avait creusé un trou sous un cyprès, et le trou s'était rempli d'eau. Et cette eau était amère comme du fiel de mouton, probablement parce qu'elle sointait d'entre les racines du cyprès. Quand il voulait faire une charrue, il prenait une grande pièce de frêne et il la mettait à tremper dans le trou. Il la laissait là pas mal de temps, de jour et de nuit, et il venait quelquefois la regarder en fumant sa pipe. Il a tourné, il a palpé, il la remettait dans l'eau, il la laissait bien s'imbiber, il la lavait avec ses mains, des fois il la regardait sans rien faire. Le soleil nageait tout blond autour de la pièce de bois. Quand il revenait à la forge, Gobert avait les genoux des pantalons tout verts d'herbe écrasée. Un beau jour, c'était fait. Il sortait sa poutre et il la rapportait sur l'épaule toute dégoûtante d'eau, comme s'il était venu de la pêcher dans la mer. Puis il s'asseyait devant sa forge, il mettait la pièce de bois sur sa cuisse, il la pesait de chaque côté, à petite pesée, il la tordait doucement, et le bois prenait la forme de la cuisse.
Eh ben, ça, fait de cette façon, c'était les meilleures charrues du monde des laboureurs. Une fois fini, on venait la voir, on la touchait, on la discutait, on disait « Gobert, combien tu en veux ?» Et lui, il s'arrêtait de sauter de l'enclume au baquet pour dire « Elle est promise ». Maintenant, Gobert, c'est un petit homme tout en moustache. Les muscles l'ont mangé, ils n'ont laissé que l'os, la peau de tambour. Mais il a trop travaillé, et plus avec son cœur qu'avec ses bras. Ça fait maintenant comme une folie. Sa forge est au sommet du village. C'est une forge froide et morte. La cheminée s'est battue avec le vent, et il y a des débris de plâtre et de briques dans le foyer. Les rats ont mangé le cuir du soufflet. C'est là qu'il habite, lui, Gobert. Il a fait son lit à côté du fer qui restait à forger et qui n'a pas forgé. C'est allongé, glacé dans l'ombre, sous la poussière. Et il s'allonge à côté le soir. Sur le parquet de terre battue, l'humide a fait gonfler les aposthumes gras. Mais il y a encore l'enclume et autour d'elle, comme un cal, la place nette, tannée par les pieds du forgeron. L'enclume est toute luisante, toute vivante, claire, prête à chanter. Contre elle, il y a aussi un marteau pour frapper devant. Le bois du manche, lui, du même bon air que l'enclume. Tout le jour, quand il s'ennuie, Gobert vient, met les deux mains au marteau, le lève et tape sur l'enclume. Comme ça, pour rien, pour le bruit. Pour entendre le bruit. Parce que dans chaque coup, il y a sa vie à lui. Ce bruit d'enclume, ça va dans la campagne et parfois, ça rencontre Panturle qui chasse. C'est encore une chose à quoi on peut parler, ça. Ce matin, c'est le grand gel et le silence. C'est le silence, mais le vent n'est pas bien mort. Il ondule encore un peu. Il bat encore un peu de la queue contre le ciel dur. Il n'y a pas encore de soleil. Le ciel est vide. Le ciel est tout gelé comme un linge étendu. Il y a du feu chez Panturle. Il se lève au blanc de l'aube. Il est là, debout, devant l'âtre, à regarder les flammes bourrues qui galopent sur place à travers des ramées d'oliviers sèches. Il prend le chaudron aux pommes de terre. De l'eau et des pommes de terre, c'est tout à la fois la soupe, le fricot et le pain. Le feu d'olivier, c'est bon parce que ça prend vite, mais c'est tout juste comme un poulain. Ça danse en beauté sans penser au travail. Comme la flamme indocile se cabre contre le chaudron, Panturle la mate en tapant sur les braises avec le plat de sa main dur comme de la vieille couenne. La main en l'air, pour un dernier coup, il dit à son feu « Ah, tu as fini ?» Il a fini. Il en a assez d'être battu. Il frotte son long poil roux contre le cul du chaudron. Le vent d'un coup ronfle plus fort que le feu et le soleil se lève. Du village descend un long sifflement de berger. C'est dirigé comme une flèche sur la maison de Panturle, ce sifflement. Ça se sent. Ça traverse juste les murs. Ça vient teinter sur le chaudron au feu. Panturle quitte la branche avec laquelle il tournait sa soupe. Il met sous sa langue ses deux gros doigts et il répond à rougir comme une pomme d'amour d'un même sifflement qui monte. C'est Luce. Il sait que Gobert s'est avancé jusqu'à la placette de l'église et qu'il lui a, comme ça, souhaité le bonjour à sa manière, avec sa vieille langue et ses vieux doigts. Seulement ce matin, c'est plutôt que d'habitude. Et ça a l'air de vouloir dire « viens ». Ce ne doit pas être pour du mal, je ne crois pas. Ça a l'air d'être encore un sifflet bien sain. Puis ça n'a pas dit pressé « viens vite, 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 vite ». Non, ça dit « viens », tout simplement. Pas plus, comme par exemple « viens, viens voir, viens un peu ». On va y aller. Avant, il donne à la bique. Elle est libre, et toute seule dans la grande écurie noire, et elle saute tout de suite vers la porte ouverte. Il la regarde manger. Comme elle s'amuse du nez dans les branches, il lui touche la tête. « Allez, viens, on monte à Gobert !» Quand on touche ce bord d'Aubignane qui pend au-dessus du vallon, à main droite, c'est tout de suite la maison de la Mamèche. Ce n'est pas sa propriété, bien sûr, mais personne ne viendra réclamer. Elle n'a eu qu'à choisir, dans le tas, une maison pas trop démolie, avec, autant que possible, un peu de toiture. Panturle fait un petit détour pour venir pousser la porte. « Tiens, Mamèche, voilà Caroline, prends le lait !»
Comme la chèvre sur le seuil tremble de la voix et du poil, la piémontaise l'appelle « Cabro, cabro ». La chèvre répond et elle entre. Devant la forge, Gobert attend. « Tu as mis la belle veste » demande Panturle. C'est vrai, il a mis la belle veste et le beau chapeau et le beau pantalon de velours. « Je pars », dit Gobert doucement. Une grosse malle à ferrure écrase l'herbe de la rue. Je pars. L'enfant me l'a fait dire hier sur le soir, par le berger des Pamponnets. Il dit qu'il a peur de cet hiver pour moi, tout seul. Il dit que je serai mieux là-bas. Il dit qu'on m'a fait la chambre à côté de la cuisine pour la chaleur du poêle. Il dit que la Béline, les petits, ça me fera un peu de plaisir, que la Béline me soignera bien. J'ai 80. Panturle regarde le Gobert, tout bien astiqué, et la malle parée, et dans le milieu noir de la forge, un gros paquet tout cornu dans un drap noué. L'enfant m'a fait dire qu'il viendrait avec le cheval jusqu'à la fonte de Reine-Porc. Après, ça ne peut plus. Il paraît que notre chemin s'est tout écrasé au fond du ravin. Moi, je passe à pied, dit Panturle, c'est tout juste. Et alors, je t'ai sifflé pour ça. Il montre ses paquets. La grosse boîte, c'est pas la peine d'essayer, ça ne passera pas. Tu y tiens? Non, c'est des choses du temps de la femme. Et ça, là-bas? Ah, mon pauvre. Ça, viens voir. Dans la forge, le père Gobert dénoue le paquet. Ses mains tremblent. Là, couché dans le drap, son enclume. Ça, je voudrais le sortir pourtant. Panturle comprend. C'est les choses qu'on comprend, ça. On va essayer. Le Joseph t'attend quand? Il m'a fait dire qu'il partirait de la maison au soleil pointé. T'es tout prêt? Oui. Tu languissais? Panturle a dit tu languissais sans faire le mauvais, au hasard du parler, sans méchanceté pour Gobert. Et Gobert, muet, baisse la tête. Ça a été dur. Surtout sous le bois de bergerie. Il n'y avait plus le chemin. Il a d'abord monté le père Gobert en lui donnant la main, puis il est redescendu chercher l'enclume. Gobert regardait d'en haut et lui disait « Là, prends-toi au thym, là. Mets ton pied sur la pierre, là à gauche. Ne prends pas cette herbe, c'est mort. Allez. Oh, mon pauvre !» Panturle soufflait dans les boulis avec l'enclume sur le gras de l'épaule et de temps en temps il lâchait un « qui le poussait tout seul pendant 1 mètre. Quand il a été sur le haut, il a jeté l'enclume dans les feuilles mortes, il s'est rempli à l'aise d'air froid, il s'est frotté l'œil piqué de sueur et il s'est mis à rire. On l'a eu quand même, cette garce. Gobert aussi s'est mis à rire. Ça lui fait chaud au cœur de voir qu'on a passé le plus mauvais. Il a entrouvert le paquet pour regarder l'outil qui est là, tout insensible. Elle ne s'en doute pas qu'elle donne tant de peine. Puis Panturle a recommencé à suivre son idée. Alors comme ça, l'enfant te réclame? C'est parce que des fois tu t'es plaint. Tu pourras t'habituer loin d'Aubignan. Tu étais né à Aubignan, toi. C'est peut-être qu'il a besoin de toi là-bas. Alors tu seras près de la cuisine. Qui sait si ça fera bien l'affaire de la Béline? Et Gobert répond oui ou non de la tête, sans parler. On ne voit plus le village. On ne voit qu'une épaule de colline toute velue et le vent en rebrousse les poils. Quand Joseph les a vus arriver, il a crié « Hé là-bas, dépêchez-vous !» parce qu'il fait froid dans les parages de Reine-Porc. « Voilà !» fait Panturle en déchargeant l'enclume. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé le Joseph. Il a regardé dans le paquet. Les hommes d'âge, parfois, ça a des cachettes où ça met des sous. On a connu qu'il y en avait des 10 kilos comme ça. Quand il a vu que c'était l'enclume, il a dit à son père « Tu es fou, père !» C'est Panturle qui a répondu « Non, laisse-le. Tu ne sais pas, toi. » Quand le père Gobert a été installé sur la carriole, le Panturle a placé l'enclume entre les jambes du vieux. Gobert a dit merci. L'enfant a fouetté et ils sont partis. Le Panturle les regarde. Gobert a posé ses mains sur l'enclume. Elle est là, entre ses jambes. Il la caresse. Il est heureux. Ça lui aurait fait pire que la mort de la laisser.